Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h47, c'est l'heure des grands débats du matin avec Philippe Bilger. Bonjour Philippe. Bonjour. Elisabeth Lévy, vos appels 0826 300 300. Beaucoup de fins ce matin. Oui. La fin du quoi qu'il en coûte, la fin du télétravail obligatoire, la fin peut-être d'Mbappé au PSG, la fin peut-être on en est où la fin du quoi qu'il en coûte, oui, vous l'avez dit. Non, et puis c'est la fin évidemment des Américains en Afghanistan voilà, à Kaboul, l'abandon donc aux mains des talibans avec des images fortes en fait hier soir et des déclarations que vous avez entendues dans les journaux ce matin. On va y revenir d'ailleurs en détail tout à l'heure à 9h avec toutes les conséquences. D'abord donc sur je ne sais pas si Elisabeth vous avez entendu. Patrick, je suis obligée de faire quelque chose, je suis obligée d'envoyer une musique. Ah bah oui. Je suis obligée de fêter l'anniversaire de Philippe Bilger. Je suis désolée. Mais si. Voilà mon cher Philippe. Le temps passe trop. Mais vous avez 22 ans, Philippe. Voilà. On ne vous l'a pas souhaité ce matin parce que vous voulez vous faire cette petite surprise à l'antenne. Cher Patrick, on ne fête plus un anniversaire à cet âge-là. Attendez. Mais on a l'âge qu'on mérite. Vous avez 24 ans. Est-ce que vous soufflez encore des bougies en famille? On vous fait cette surprise ou pas? Oui, mais pas toutes. Hein. Une sur deux. Il y a des grosses bougies par dizaines. Voilà, on voulait vous rendre hommage. Mais c'est vraiment gentil. Bah oui. Donc Pascal peut préparer les bougies pour tout à l'heure. C'est prévu samedi. C'est prévu samedi. Absolument. Bon, alors tous les auditeurs peuvent s'inscrire. 0826 300 300 veut nous appeler. On est déjà nombreux, mais pourquoi pas? Il vous invite, c'est l'anniversaire de Philippe. Vous êtes déjà... non, mais quelques-uns en plus, quoi. Oui, c'est pas grave. Quelques milliers en plus, non, mais c'est ça. Après, on est généreux. Vous pouvez louer le Grand Palais. Voilà, ce serait bien. Mais la maison Bilger est généreuse, monsieur. Voilà. Bon, allez, un petit peu plus sérieusement avec vous. Oui, Elisabeth, je disais, je ne sais pas si vous avez entendu l'édito politique ce matin de Philippe Bilger à 7h40 qui a provoqué certains auditeurs en disant qu'il y avait une embellie autour d'Emmanuel Macron et que pour lui, l'horizon était plutôt assez dégagé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord en fait avec ça? Sur l'analyse, je pense que Philippe n'a pas tort, vraiment. Après, je ne sais pas pourquoi ça énerve les auditeurs. Parce que Philippe, Philippe a observé un phénomène. Je veux dire, après, on peut en penser ce qu'on en veut. Peut-être que ce que je veux dire, mais c'est un fait. C'est un fait que finalement, ce qu'on voit, c'est que une grande majorité des Français finalement a accepté cette affaire de passe sanitaire sans beaucoup s'énerver, comme elle avait accepté. Attendez, quand même. J'ai dit une majorité. J'ai pas dit tout le monde, j'ai dit une majorité. Bah oui, écoutez, à l'évidence, il y a quelques manifestations, c'est vrai, mais c'est quand même, ce sont des minorités. Je ne dis pas qu'elles sont pas respectables, je dis qu'elles sont minoritaires. Ces contestations. Et par ailleurs, si on voit ce qui se passe à droite, si vous voulez, plus, le festival de candidature, effectivement, Emmanuel Macron doit se frotter les mains. Maintenant, Philippe est trop sage. Et j'en profite pour l'embrasser très fort et lui souhaiter une très belle et bonne année. Philippe est trop sage pour ne pas savoir qu'il est un peu tôt, si vous voulez, et que bien sûr les jeux ne sont absolument pas faits. Oui. Et qu'il pourrait y avoir des surprises. Effectivement, je dois dire que moi... moi je suis très mauvaise en pronostic politique, donc je me disais oh là là, mais je veux dire après ce quinquennat un peu calamiteux, le Covid, les gilets jaunes, etc. Il va même pas. Il y a des gens qui disaient qu'il pourrait même pas se représenter. Effectivement, il semble aborder cette pré-campagne présidentielle plutôt en bonne position. Maintenant, si vous voulez, il faut aussi plus sérieusement, et là-dessus j'aimerais avoir votre avis, cher Philippe. Comment dire, c'est aussi lié à un jeu d'institution, pas à une adhésion massive à ce que propose Emmanuel Macron, si vous voulez. C'est aussi lié à l'éparpillement des candidatures, au jeu de la Ve République, au mode de scrutin, enfin bon. Donc je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ça veut dire que le président séduise absolument ou qu'il inspire confiance aux Français pour leur montrer le cap. Oui, Philippe Bilger. Je rejoins Elisabeth et au retour des vacances, elle n'a pas perdu sa lucidité, c'est formidable. Je suis frappé par quelque
quelque chose, Patrick et Cécile, c'est le fait que, bien sûr, à consulter les sondages, on a vraiment l'impression que la position d'Emmanuel Macron est préférable à celle de beaucoup de ses prédécesseurs au niveau du mandat où il se trouve. Mais quand on écoute les gens, et j'ai la possibilité, comme vous, d'en entendre beaucoup. Oui, et on en entendra, puisque ça appelle beaucoup au 0826 300 300, juste après 9h. J'ai rarement perçu tant de détestation d'un président. Au-delà même de la contestation politique, c'est comme si, au fond, les sondages étaient la traduction d'une France officielle et qu'il y avait une France non officielle, officieuse, qui n'a pas droit à la parole, qui est terriblement remontée contre le président. Alors ça laisse augurer en effet une élection présidentielle qui sera moins évidente que ce qui se passe aujourd'hui peut laisser croire. Oui. Et puis peut-être aussi Elisabeth Lévy, parce que les partis politiques traditionnels à côté sont affaiblis, hein. Que ce soit à gauche, où ils ont du mal à trouver de véritables incarnations, que ce soit au parti socialiste, que ce soit chez les Verts. Jean-Luc Mélenchon, lui, est toujours là, évidemment, bien sûr, pour la France insoumise, mais il semble quand même un petit peu en perte de vitesse, même s'il essaie de revenir sur le devant de la scène en ce moment. Et puis, de l'autre côté, c'est la même chose à droite. Marine Le Pen est toujours, en fait, à un haut niveau dans les sondages, mais après, on dit qu'il y a un plafond de verre, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez tout de suite d'incarnation, et à mon avis, tout le problème. Oui, mais à mon avis, le problème est là, c'est qu'en fait, normalement, un parti politique, il est constitué autour d'une doctrine. Alors, excusez-moi, entre Michel Barnier et Éric Ciotti, par exemple, bien malin qui pourrait me dire quelle est la doctrine de la droite française. De même à gauche, si vous voulez, on se cristallise sur les questions de personnes et évidemment toutes les questions qui fâchent, notamment celles qui tournent autour des questions de l'identité, de l'immigration, qui sont des vrais sujets de clivage à gauche, plus qu'à droite en réalité aujourd'hui. Bien malin qui pourrait nous dire sur quelle ligne ça va se faire. Donc si vous voulez, ça devient un concours de beauté, la présidentielle. Mais je voulais juste ajouter une chose à ce qu'a dit Philippe sur Emmanuel Macron. Je suis frappé par la montée des affects en politique. Et d'ailleurs, ça va ensemble. C'est-à-dire par le fait que je suis en colère, donc j'ai raison, et le fait que, je vous avoue, pour moi, c'est assez incompréhensible. Il y a des gens, si vous voulez, il y a beaucoup de personnalités politiques dont je n'aime pas du tout les opinions et les idées, mais j'ai pas d'affect personnel. Or, je vois, et c'est le cas d'Emmanuel Macron notamment, qu'il suscite véritablement quelque chose qui relève de la haine, si vous voulez. Et ça me frappe. Et je pense que ça va avec, si vous voulez, la désidéologisation, en fait, des partis. Oui. Allez, on va continuer d'en débattre tout à l'heure, juste après 9h, parce qu'il y a des appels au 0826 300 300. On viendra aussi sur la fin du quoi qu'il en coûte, la fin du télétravail aussi, en tout cas réglementé tel qu'il était prévu jusque-là, l'abandon de Kaboul, la 3e dose aussi, pourquoi pas, et puis Mbappé, hein, tout ça de 9h à 9h40. Et puis l'autre sujet aussi, la France à vos côtés tout à l'heure, Cécile. Oui, sur les commerçants. Sur les commerçants, bien sûr. Quoi, hein. La France à vos côtés. Peine, hein. Bah oui, qui sont à la peine, avec certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Oui, l'habillement, les chaussures, voilà, qui sont plus abîmées. Et alors, pas de touristes dans les grandes villes, la désertification des centres-villes. Enfin, il y a pas mal de cas, les grèves successives, les gilets jaunes, les attentats. Enfin voilà, qui ont fait que. Donc 10h moins le quart, ça c'est le rendez-vous. La France à vos côtés. Vous savez que c'est un nouveau rendez-vous chaque matin sur Sud Radio, piloté par Cécile. Mais d'ici là et avant ça, quand même, on offre des cadeaux. 1 euro. Ouais, c'est des cadeaux. Ouais. Un ou une. C'est 1 euro. Il s'appelle Gérald. Il n'est pas ministre, mais il habite Foix. Bonjour Gérald. Bonjour Gérald. Oui, bonjour à vous tous. Gérald, vous avez donc gagné un très très joli séjour et on est ravis de vous l'offrir. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes, 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. Alors 3 jours, 2 nuits avec le petit déjeuner inclus à Port Aventura, Parc et Ferrari Land. Il vous reste des maillots de bain parce que c'est un jeu aquatique quand même, hein. On n'avait pas, en plus, déballé les vacances, les valises des vacances, donc en fait, c'est parfait. Et ben voilà. Les vacances sont toujours dans le couloir, les valises sont toujours dans le couloir. En fait, la reprise a été faite juste hier, donc on n'avait pas encore eu le temps de tout déballer. D'accord. Donc vous êtes allé bosser en palme et en tuba, c'est ça que vous voulez dire? Non, j'ai déjà enlevé avant. Et vous faites quoi dans la vie, Gérald?
Je travaille pour la sécurité sociale. Ah, très bien. Sécurité sociale. D'accord, très bien. Eh bien, je vous souhaite en tout cas de très jolies vacances et merci beaucoup de nous écouter. Vous nous écoutez tous les matins, bien entendu. Bien entendu, sur les trajets du travail, tout à fait. Ah bon, très bien. Donc vous garderez une petite place pour Philippe Bilger. Bah oui, c'est son anniversaire. Oui, pour lui fêter son anniversaire, bien sûr. Mais il aura un énorme gâteau avec des bougies dessus. Mais sans tuba. Hein. Mais sans tuba. Je vous remercie en tout cas. Allez, merci beaucoup Gérald. On vous embrasse. Bonne écoute. À bientôt. Et bougez pas, on revient dans un instant avec la suite du petit déjeuner, enfin en tout cas du grand débat et puis de Sud Radio jusqu'à 10h. Il est 8h57. Du quoi qu'il en coûte et puis le sur-mesure, est-ce que c'est une bonne chose? On va en parler, en débattre avec vous, Philippe Bilger et Elisabeth Lévy. Et Stéphane Marchand aussi qui est avec nous, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, et qui est ancien correspondant du Figaro à Washington et Jérusalem. Bonjour Stéphane Marchand. Bonjour. Bon, pour vous, le spécialiste de l'économie, c'est adapté justement ce sur-mesure, c'est ce qu'il fallait faire? Alors, de manière générale, je trouve que la politique menée a été la bonne. On se souvient qu'effectivement les chiffres viennent d'être donnés, 240 milliards d'euros en tout, mais pour faire tenir l'économie française et éviter son effondrement, c'est évidemment pas cher payé. Maintenant, le sur-mesure, c'est ça le plus difficile, parce que le sur-mesure, ça veut dire deux choses possiblement. Ça veut dire d'abord sélectionner les entreprises qui ont des difficultés et leur venir en aide. Et ça devrait vouloir dire aussi sélectionner les entreprises dont le business model n'est pas viable et cesser de leur venir en aide. Parce que n'oublions pas quelque chose, tout l'argent qui est dépensé à un instant pour des entreprises qui existent ne sera pas dépensé plus tard pour des entreprises qui auraient pu être créées. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, bien sûr, Elisabeth. Attendez, Stéphane, terminé, et puis Elisabeth, oui. C'est-à-dire que c'est toujours ce genre de grande décision politique et économique est toujours un arbitrage entre le présent et l'avenir. Tout l'argent que vous dépensez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas forcément demain pour des innovations qui auraient été utiles pour le pays, pour nos enfants, pour les générations suivantes. Oui. Cela dit, je suis favorable, il fallait le faire. Oui. Elisabeth Lévy, avant Philippe Bilger. Non, je suis désolé, excusez-moi, c'était pas, je réglais un problème technique, pardonnez-moi. Ah, bon, non, mais... voilà, c'était pas du tout... Donc, non, alors moi, je ne suis pas un cador en économie, mais moi, je me pose une question. Oui. Mince, je comptais sur vous, Philippe. Je me pose une question, c'est-à-dire, alors effectivement, je veux dire, on peut se dire que la France a été probablement le pays le plus confortable ou le pays où il faisait le meilleur vivre pendant la pandémie. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays, si vous voulez, qui ait autant aidé ses citoyens. Mais alors, soit on va jamais le payer, et à ce moment-là, je me demande pourquoi tout le monde ne l'a pas fait. Si vous voulez, est-ce que ça doit avoir... Finalement, parce qu'on parlait d'argent magique en rigolant, mais ça a l'air assez magique, finalement. Donc, où est le problème? Où est le loup? Et qu'est-ce qui va nous tomber dessus, en fait? C'est ça la question. Stéphane Marchand, c'est vrai, quand on regarde les choses schématiquement. D'ailleurs, Elisabeth, puisque vous faites une petite parenthèse sur l'économie, je vous invite à lire le magazine de Stéphane Marchand, puisque son titre, c'est « Sommes-nous vraiment nuls en économie ?» C'est un décryptage. Stéphane Marchand. C'est pour moi, ça Stéphane, la réponse à Elisabeth, oui. Alors, elle a partiellement raison, parce que aujourd'hui, la France s'endette à taux négatif, c'est-à-dire que les marchés payent la France pour qu'elle s'endette. Une situation tout à fait exceptionnelle, qui n'est qu'apparemment favorable, parce qu'effectivement, on peut s'endetter avec l'impression que les intérêts vont être très faibles. Vous savez que la dette, on s'est endetté 2 fois plus depuis 5 ans que pendant les 5 ans précédents, et on paie 2 fois moins d'intérêts. Donc ça, c'est le fait des taux d'intérêt négatifs. Imaginez une seule seconde que d'ici 1, 2, 3 ans, les taux d'intérêt remontent brutalement, ce qui est possible, si par exemple l'inflation se manifeste, et ça pourrait commencer outre-Atlantique. Eh bien à ce moment-là, toute cette dette devrait être remboursée à des taux beaucoup plus importants, et à ce moment-là, il y aurait un effet de ciseau qui pourrait casser la croissance française. Donc il y a un risque, évidemment. Le risque est réel,
mais de toute façon, il faut prendre des risques. Oui, c'est ça. Alors ça réagit... Philippe Bilger. Pardon, j'ai déjà eu la chance, Patrick, d'entendre Stéphane Marchand ailleurs, et bien sûr, sous son égide, je vais confirmer une partie de ce qu'il a dit. Le quoi qu'il en coûte a fait l'objet d'une adhésion générale de la part de ceux qui ont approuvé le pouvoir et de ceux qui, bien sûr, ont reçu ces sommes considérables dont Félix vient de parler. Mais la période qui commence maintenant va être paradoxalement la plus difficile parce que le sur-mesure va imposer des choix difficiles, voire douloureux. On exclura, on gratifiera, et d'autre part, comme l'a dit également Elisabeth tout à l'heure, ou Stéphane Marchand, il y a des gens auxquels, des sociétés, des entreprises, auxquelles il faudra dire que c'est plus la peine de demander quoi que ce soit. Donc c'est pas une période facile qui va commencer pour le pouvoir. Non mais ça c'est vrai. Et puis alors il y a la fin du télétravail au 0826 300 300. On a Cédric qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Sur la fin du télétravail, vous vouliez réagir puisque officiellement, à partir de ce soir, c'est la fin normée, hein, c'est-à-dire que les entreprises peuvent s'adapter. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là aussi du sur-mesure en quelque sorte. Hein. Alors j'en pense que j'ai écouté Madame Borne hier qui disait qu'en fait le télétravail resterait une priorité. Hélas pour les administrations, on a déjà de grosses difficultés avec les administrations à les joindre. Aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Alors, je ne vais pas généraliser, mais en attendant, j'ai eu une mauvaise expérience. On devait faire un système de changement de carte grise. On s'est débrouillé pour choper une administration. De là, on était renvoyé. On a eu une grosse galère. On n'a toujours pas les papiers du véhicule. Et ça, c'est un truc sur ANTS. Ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à joindre personne. C'est catastrophique. On a essayé de joindre la CAF dernièrement pour quelque chose de personnel. De là, la personne m'a dit, je vous rappelle dans demi-heure, ne vous inquiétez pas. En fin de journée, il n'y avait personne. On a rappelé le lendemain. La personne m'a dit, textuellement, je suis désolé, je vous rappellerai que demain, je pars en promenade avec mes enfants. Ah oui. On va où? La grosse blague, comment on fait? C'est-à-dire, je comprends très bien que le travail, il y a effectivement, pendant les vacances, les enfants à gérer et tout ça. Mais on va où? Une administration, déjà, on arrive dans des endroits où il n'y a plus personne dans les administrations, dans les villages, dans les hauts cantons, comme on est nous par chez nous et tout ça. Il faut aller dans les grandes villes. Maintenant, c'est des numéros de téléphone. Mais on va aller où? Les administrations, maintenant, elles sont en télétravail à la maison. On n'arrive plus à joindre personne. C'est catastrophique. Ouais. C'est catastrophique. On a une administration avec des impôts qu'on paye, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut... non mais si je vous suis, hein, Cédric, il faudrait accompagner tout ça en fait de réformes pour que si on maintient du télétravail dans certains secteurs, et ben que malgré tout ce soit adapté, parce qu'on l'a fait un peu à la va-vite, quoi, tout de même. On peut pas adapter quelque chose qui est impalpable. Comment le patron va gérer la personne chez elle? Elle fait ce qu'elle veut chez elle. Ouais. Si elle a un travail défini à faire, mais à côté de ça, on ne peut pas l'obliger à ne pas nettoyer sa casserole si parce que la petite, elle a tombé quelque chose ou l'enfant a tombé quelque chose. On est quand même à la maison. On a cet état d'esprit de se dire, je suis quand même à la maison, je peux quand même me télétravailler. J'ai fait des cours par correspondance quand j'étais plus jeune. J'étais pas à l'école. Ben, je faisais un petit peu ce que je voulais, sauf qu'après, pour rattraper, ça a été la galère quand je suis retourné à l'école. Donc voilà. Il y a des secteurs où c'est possible, où on peut faire, à partir du moment où on a des missions à accomplir, on peut le faire. Il y en a d'autres, évidemment, c'est un petit peu plus complexe. Pour certains, dans les grandes villes qui ont beaucoup de transport, ou même qui sont à la campagne et qui doivent aller dans les villes, le faire une journée ou deux par semaine, c'est peut-être pas mal parce que ça évite aussi des transports, quoi, non? Elisabeth, vous voulez ajouter un mot? Oui, non, je voulais juste ajouter, justement, moi j'ai un ami qui est chef d'entreprise et maintenant, alors il a beaucoup de jeunes, hein, c'est un peu une start-up, enfin c'est une société du numérique. Eh bien, il y en a plein qui sont allés s'installer en province, comme on disait autrefois, quand on ne disait pas les territoires, et qui font une colloque tournante. C'est-à-dire, ils se sont ils reviennent dans la capitale. Il y en a un qui vient le lundi, l'autre qui vient le mardi. Alors, si vous voulez, c'est à la convergence de deux phénomènes. C'est que les gens en ont ras-le-bol de Paris.
en fait. Et ça a été beaucoup accéléré pendant la pandémie, à mon avis, très largement accéléré par Madame Hidalgo. La vie à Paris devient quand même assez compliquée. Et cette affaire de télétravail, finalement, le nomadisme du travail, ça plaît à beaucoup de gens. Ouais. Et je vois que ça va quand même entrer dans les mœurs, alors peut-être pour une toute petite partie, parce que malgré tout, le travail, ça reste un lieu de socialisation aussi pour beaucoup de gens. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Mais, allez, on va poursuivre. Merci Cédric, 0826 300 300. Dans un instant, la fin de Kaboul, on va en parler. Je voudrais bien connaître l'avis de Stéphane Marchand, qui a été correspondant aux États-Unis. Et puis ensuite, peut-être la fin de Mbappé. On en parlera aussi au Paris Saint-Germain, hein, avec Gilbert Bribois pour son, pour son magazine que je vous conseille. L'After Foot, il sera avec nous dans 10 minutes, un quart d'heure. Il est 9h16, restez avec nous, 0800 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h19, c'est la suite du grand débat du matin, avec aujourd'hui toujours Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, et notre invité ce matin pour en parler, Stéphane Marchand, qui est rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, ancien correspondant du Figaro à Washington et Jérusalem, puisqu'on va revenir sur le départ des Américains à Kaboul. Oui, Kaboul abandonné aux talibans, avec ces scènes autour de l'aéroport hier soir. Écoutez. Le Grand Matin Sud Radio. Voilà. Voilà, des tirs, mais des tirs de joie, hein, pour signaler de la part des talibans, pour signaler la fin des Américains qui partent. Il y a eu cette date butoir fixée par Joe Biden. Stéphane Marchand, vous qui connaissez très très bien les États-Unis, est-ce qu'aux États-Unis, ça va être ressenti un peu comme, alors on remonte le temps là, mais un petit peu la fin de l'ambassade à Téhéran des États-Unis, ou la chute de Saïgon? Alors je crois qu'il faut quand même faire des différences. Bon, à Téhéran, c'était une prise d'otage, comme on se souvient, et à Saïgon, c'était un échec stratégique face à une guérilla drivée par les soviétiques. Là, je pense qu'il faut faire la différence entre l'évacuation américaine qui a eu lieu depuis 3 semaines, qui est quand même une, reconnaissons-le, parce que peu de gens le disent, c'est quand même une prouesse technique. C'est vrai. 100 000 personnes qui ont été évacuées dans des conditions relativement correctes, relativement évidemment, il y a le chaos à l'aéroport de Kaboul, et ça on ne peut pas le nier. Non, l'énorme échec. Et puis rajoutons aussi, Joe Biden et même Barack Obama avaient toujours dit il faut quitter l'Afghanistan. Sous Trump, ça avait commencé un petit peu, et de toute façon, il fallait clore le dossier Afghanistan dans la mesure où, en 2011, Bin Laden, qui avait justifié, dont la présence en Afghanistan avait justifié l'intervention américaine en 2001, était mort. Donc il fallait partir. On savait très bien qu'aucun départ ne serait calme, ne serait sympathique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un gigantesque échec dans la tentative de transformer l'Afghanistan en un pays tel que le voulaient les néoconservateurs américains, c'est-à-dire en imposant un système démocratique à l'occidental. L'Afghanistan est l'Afghanistan, et Joe Biden, Barack Obama, Trump, Bush n'y ont strictement rien changé. Mais aujourd'hui, la seule façon de bien juger la situation actuelle, c'est au regard de la nouvelle guerre froide. Est-ce que ce qui se passe en ce moment à Kaboul profite ou non à la Chine? C'est ça la question finalement. Parce que si ça profite à la Chine, alors c'est un grave échec américain. Oui. Elisabeth, réflexion, et ensuite Philippe Bilger. Oui. Non, mais moi, je crois que, si vous voulez, ça doit quand même nous alerter sur une sorte d'arrogance occidentale, je dirais, qui consiste à croire qu'on peut faire le bonheur des peuples contre eux, malgré eux, et qu'on peut créer des États comme ça en amenant le grand circus qu'on connaît, le HCR, l'ONU, les 4x4, les ONG, si vous voulez. On a vu ça dans beaucoup d'endroits. Moi, je l'ai vu au Kosovo, je l'ai vu dans d'autres endroits, et à chaque fois, ça donne de piteux résultats, si vous voulez, parce qu'on
construit pas des nations et on construit pas des États, même en mettant beaucoup de dollars. Alors, ce qui est dramatique dans le cas de l'Afghanistan, c'est que dans le fond, les 20 ans, si vous voulez, de présence de la coalition, ont fait émerger une génération, notamment à Kaboul et dans quelques grandes villes, si vous voulez, une génération que Harold Iman, dans le prochain causeur, appelle Bobo, si vous voulez. Mais c'est des gens qui nous ressemblent absolument. Et ça nous aveugle complètement parce que j'entends je ne parle pas de vous, hein, Stéphane Marchand, c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais j'entends les gens qui parlent des talibans comme si c'était une espèce de milice extérieure à l'Afghanistan. Mais je pense que notre plus grand échec, c'est que non seulement l'armée afghane ne s'est pas battue, mais cette génération de démocrates, dans le fond, elle n'a pas non plus cherché à se battre, elle n'a pas réclamé des armes pour se battre, elle réclame des visas pour venir chez nous, ce que je comprends très bien, si vous voulez. Mais là, ça doit quand même nous mettre, je ne parle pas de l'aspect géopolitique que Stéphane Marchand vient d'évoquer sur la question chinoise, hein, ça on verra, parce qu'on appelait l'Afghanistan le cimetière des empires, et je ne sais pas si les Chinois feront mieux que les autres empires. Hein. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on recommence à chaque fois les mêmes âneries en croyant que parce qu'on est riche, parce qu'on est droit de l'hommisme, parce qu'on est moderne, etc., on peut en gros, faire en sorte que les gens deviennent ce qu'on veut qu'ils soient. Non, c'est plus compliqué que ça. Oui, voilà. C'est un échec des Occidentaux, Philippe Bilger, oui, où on ne peut pas en fait imposer aussi notre vision à certains pays, quoi. C'est ça. Sûrement, mais de l'extérieur, on a tout de même l'impression d'un formidable gâchis américain, quoi. Je veux dire, d'un coup, Biden fait son âge en quelque sorte, et même si le retrait de Trump a été mal négocié, je n'ai pas l'impression de quelque chose qui s'est déroulé de manière honorable pour les États-Unis. Mais je voudrais revenir une seconde sur ce qu'a dit Elisabeth. J'entends bien que le droit d'ingérence, d'ailleurs étrange non, n'est plus tolérable aujourd'hui. On n'a pas à aller s'immiscer dans les affaires d'un pays. Mais parfois on est au moins obligé d'arbitrer entre des interventions qui sont illégitimes parce qu'on n'a pas imposé notre loi à d'autres pays, mais en même temps, parfois, l'obligation de faire respecter une certaine morale humaine. Ouais. Je veux dire, bien sûr, on ne doit pas s'ingérer dans les affaires de l'Afghanistan, mais en même temps, il va s'y dérouler des horreurs qui dépassent largement le plan politique pour entrer dans le champ humain. Ouais. Et que fait-on ? Oui, et il y a en plus des conséquences. Que fait-on au Congo ? Que fait-on si vous voulez ? C'est vrai. C'est ça le problème, Philippe. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas dit parce que aussi, Elisabeth, il y a eu des conséquences sur entre guillemets nos territoires, sur nos pays aussi, avec des attentats qui ont été menés. Il ne faut pas oublier quand même la genèse de cette intervention américaine en Afghanistan. Je ne l'oublie absolument pas. Je dis simplement, je ne l'oublie absolument pas. Et d'ailleurs, vous savez, Robespierre disait les peuples n'aiment pas les missionnaires bottés. Ouais. Ce que je vois, si vous voulez, c'est que je ne vois qu'en Afghanistan une minorité qui nous ressemble, que j'aimerais aider, dont le sort me fait mal au cœur, qui est triste du départ des Américains. Je ne vois pas les autres. Et là, je ne parle pas seulement des talibans au sens strict, je parle du peuple afghan. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a un immense soulèvement pour dire aux Américains de rester en dehors des grandes villes. Oui. Un dernier mot, Stéphane Marchand, un dernier mot sur la suite. Qu'est-ce qui peut se passer là avec ce retrait des Américains ? On l'imagine évidemment du côté des talibans, mais même sur la suite de la politique peut-être internationale des États-Unis. La question est de savoir si on va pouvoir parler aux talibans ou pas. Tout le monde notamment les Français, commencent à imaginer que ce soit possible sur l'hypothèse que les talibans ont changé, hypothèse évidemment à vérifier soigneusement. La réalité, c'est que les talibans ont été immédiatement confrontés à leur ennemi principal intérieur, qui est l'État islamique au Khorasan, qui est une émanation, rappelons-le, d'Al-Qaïda. Al-Qaïda qui était venu détruire les Américains en 2001. C'est dire si l'échec militaire et stratégique est complet, achevé, et qu'aujourd'hui, un nouveau spin-off, comme on dit en technologie, d'Al-Qaïda est là, à l'œuvre, prêt à déstabiliser l'Afghanistan et également le Pakistan, ce qui serait beaucoup plus grave, car à ce moment-là, ça attirerait les Chinois directement
dans cette situation. Merci Stéphane Marchand, donc ancien correspondant du Figaro à Washington, Jérusalem, et puis avec ce magazine. Pour l'écho, sommes-nous vraiment nuls en économie? C'est le mois de septembre, la une, et c'est une spéciale dédicace donc pour Elisabeth Lévy. Voilà, merci à vous Elisabeth Lévy, et une spéciale dédicace pour Philippe Bilger. Eh bien oui, je sais qu'il préfère. Bon, voilà, Afterfoot, la revue de Gilbert Bribois et Daniel Riolo qui va être avec nous parce que vous êtes passionné de football et vous me l'avez piqué en fait ce magazine. Je l'ai presque lu. Oui, c'est ça. C'est ardu, c'est pas de l'anecdote. Non, mais c'est particulièrement intéressant et Gilbert Bribois sera là avec nous et pour en parler, et puis on parlera évidemment déjà là, aussi sur le banc de touche. de Mbappé. Il est sur le banc de touche, il va rentrer dans un instant. Il va monter sur le terrain. Restez avec nous, on revient dans un instant, il est 9h28. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue, il est 8h32, dans une petite dizaine de minutes, la France à vos côtés. Alors, la France à vos côtés, donc vous savez, chaque matin, on donne la parole et puis à des gens qui se battent pour réussir ou pour s'en sortir, ou qui ont des idées en fait assez exemplaires, absolument. Des personnes, des secteurs. Et là, ce matin, ce seront les commerçants. On va parler des commerçants, puisque le quoi qu'il en coûte s'arrête pour eux le 30 septembre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le bilan aussi un petit peu de cet été, où on en est, parce que ça fait quand même des mois et des mois que les commerçants souffrent déjà des centres commerciaux, souffrent de désertification des centres-villes. Donc on fera un point avec le président de la Confédération des commerces et avec une commerçante qui travaille dans l'habillement et dans les chaussures, qui est quand même le secteur le plus touché. Oui, et si vous voulez réagir justement, 0826 300 300, vous nous appelez. Ça c'est dans un petit quart d'heure maintenant. À propos de commerce, tiens, est-ce que Amazon va par exemple tuer notre Ligue 1? C'est l'un des sujets de l'Afterfoot, le magazine et la revue de Gilbert Bribois et Daniel Riolo, deuxième numéro qui vient de sortir. Bonjour Gilbert Bribois. Bonjour à tous. On vous accueille en toute simplicité et bienveillance, évidemment, d'une radio concurrente, quoi, bien sûr. Merci. Vous officiez depuis une quinzaine d'années. Non, parce que c'est particulièrement intéressant ce que vous avez voulu faire avec ce magazine. Par exemple, vous avez cette question qui est assez provoque. Le foot est-il identitaire? Et vous répondez directement, oui, le foot est identitaire, et alors, Oui, parce que c'est les sujets qu'on aborde tous les soirs donc dans l'Afterfoot à la radio sur RMC, et donc quand on emploie le terme identitaire, tout de suite ça renvoie à l'extrême droite et tout. Bon, en foot, en fait, les choses sont beaucoup plus simples et naturelles. C'est-à-dire qu'on est supporter d'un club, donc on défend son club, sa ville, sa région, son pays, donc l'identité coule de source. Donc finalement, c'est ancré dans la façon d'être des supporters. Voilà, donc on aborde tous ces thèmes-là dans cette revue. Sauf que, est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'avec la mondialisation, cette identité parfois a disparu de certains clubs? Je pense en fait à des équipes, tiens, le Paris Saint-Germain, on va en parler dans un instant, mais au fil des années, il y a de moins en moins de joueurs qui sont, entre guillemets, du cru, formés à Paris, qui jouent dans cette équipe, et on va chercher, non ? Les identités sont mutantes. Alors, les supporters ont l'habitude de dire oui, mais alors les joueurs passent, les dirigeants passent, nous on reste. Voilà, donc l'identité, c'est nous. Et c'est vrai que c'est pas totalement faux, parce que finalement, qui représente vraiment un club aujourd'hui, c'est plus les tribunes que les joueurs sur le terrain. Et c'est vrai qu'à Paris, il n'y a plus de Parisiens. Voilà, c'est le cas d'autres clubs. Là, on parle du PSG. Et est-ce que cette mondialisation a tué un petit peu aussi ce football un peu plus populaire, champêtre, qui était celui de Giroud à Auxerre, par exemple, quoi? Oui, mais le problème, c'est que le football champêtre en mode Giroud, il fonctionne plus, parce que aujourd'hui il faut un peu de moyens quand même pour gagner. Donc voilà, donc Giroud, ça a marché à une époque où il pouvait le faire parce que les salaires n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, parce que les moyens nécessaires à la victoire n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Donc malheureusement, c'est l'évolution naturelle en fait du secteur du foot qui a fait que ce football-là, il n'existe quasiment plus. Et il faut de la régie aujourd'hui. Il n'existe plus, mais le leader ex aequo du championnat, c'est Angers quand même, qui n'a pas les mêmes moyens que le Paris Saint-Germain. Bon, ça va peut-être durer que saison. Rendez-vous fin octobre, ça sera peut-être plus la même histoire. Mais pourquoi pas? Non, mais en effet, il peut y avoir des petits bastions. Alors on en parle aussi dans la revue, parce qu'il y a des terres de foot qui sont très identitaires. Je pense le premier exemple qui me vient, c'est Rome, par exemple, le club de la Roma. Il y a un papier très passionnant dans la revue sur l'identité romaine, où là, attention, on rigole pas avec ça. Donc là-bas, on est très attaché à ça. Donc le foot
est identitaire, et alors ça pose pas de problème en fait. Il y a même une identité heureuse dans le foot. Il y a la question des binationaux par exemple qu'on aborde, qui est une question qui revient en permanence dans le foot. Oui, alors Karim Benzema a dit un jour mon pays c'est l'Algérie. Ah, malheur de malheur, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Alors qu'au fond, voilà, il se sent peut-être autant algérien que français, c'est pas un problème, c'est son identité. Voilà, on a par exemple récemment un gardien de but à Saint-Etienne qui est franco-britannique. Il a choisi de jouer pour l'Angleterre. Il lui dit on m'a demandé de choisir entre mon père et ma mère. C'est dur. Donc voilà, tout ça c'est l'identité dans le foot, donc c'est assez naturel. Alors le titre est un peu provoque évidemment parce que on nous dit oui mais vous êtes le valeur actuelle du football. Non, nous on aborde les thématiques qu'on a dans l'émission, dans le foot, et voilà, il ne faut pas forcément faire de parallèle avec le champ politique. Question de Philippe Bilger, donc qui je disais a feuilleté tout à l'heure. Oui. Pour reprendre ce qu'a dit Patrick Roger à l'instant, le PSG en effet est composé de beaucoup de joueurs étrangers et je vous rejoins. Pourtant les supporters ont le sentiment d'une profonde identité, c'est-à-dire qu'ils dépassent en réalité la composition de l'équipe. C'est tout à fait extraordinaire et là ça ne les gêne pas qu'il y ait une multitude de joueurs étrangers. Et pardon d'ajouter, est-ce que vous comprenez un peu mon puritanisme sportif? Est-ce que je comprends bien qu'il faut de l'argent, mais est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans une indécence absolue tout de même? Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que quand on voit qu'effectivement aujourd'hui le PSG va sans doute garder Kylian Mbappé alors qu'ils avaient une offre de 180 millions sur la table, là de se dire écoutez on garde Kylian Mbappé pour montrer un peu notre puissance en quelque sorte, c'est au détriment de toutes les lois économiques naturelles. Enfin je veux dire c'est vrai que ça paraît assez incroyable, enfin ils peuvent se le permettre. Et il est vrai qu'il y a quelque chose d'indécent dans tout ça. Aujourd'hui à Paris il y a un truc incroyable, c'est qu'il y a un joueur qui ne voulait pas y être qui y est, Messi, et un joueur qui ne veut plus y être qui y est aussi, Mbappé. Donc ça fait une équipe tout ça? Est-ce que ça va faire une équipe sur la saison? Ça fait pas une garantie de résultat. C'est ça qui est un peu magique dans le foot, c'est que vous pouvez mettre les meilleurs joueurs du monde sur le terrain, c'est pas pour ça qu'ils vont forcément gagner. Ça fait cher le terrain en tout cas. Oui, là, on bat des records. Non, mais c'est vrai, vous avez d'ailleurs une enquête, un article sur le foot français qui est sous l'influence justement des quartiers aussi, puisqu'on parlait en fait de tous ces gamins qui sont formés dans les quartiers et qui normalement ensuite pourraient jouer dans le club de leur ville. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Après, ils vont aux quatre coins du pays et même de la planète. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, le business du foot fait qu'un joueur n'est plus vu comme un individu, mais comme un actif. C'est des actifs des clubs, donc on les vend, on les revend, parfois on les vend alors qu'ils ne sont même pas adultes. Voilà, donc effectivement, il y a, comment dirais-je, je reviens sur ce que vous disiez, monsieur Bilger, c'est-à-dire que c'est parfois un peu pathétique, un peu très cynique. Enfin, c'est le business du foot qui est comme ça. Nous, on est plongé dedans toute la journée. Alors, au bout d'un moment, c'est vrai que des fois, on se rend plus trop compte de tout ça. Alors, on essaie de prendre un peu de la hauteur. Sur des gamins qui ont 13, 14, 15 ans, bien sûr, et on va les détecter. Des gros salaires. Et puis, des agents qui sont derrière, qui rôdent, pour pouvoir les exploiter. Oui, c'est terrible. C'est pour ça que cette enquête-là de Daniel Riolo, le foot français sous l'influence des quartiers, montre parfois il y a des situations qui sont terribles. Alors, on a majoritairement aujourd'hui des joueurs qui viennent effectivement de quartiers populaires dans le foot français. Bon, c'est des gens qui ne sont pas forcément armés, leur famille non plus, donc voilà, il y a des agents qui rôdent autour. Les clubs, l'éducation, c'est pas forcément prioritaire dans tous les clubs. La priorité, c'est le terrain, donc c'est que le joueur soit bon pour qu'il soit vendable. Donc parfois, on se heurte à des situations effectivement humaines compliquées. Est-ce que ça veut dire que parfois les parents exploitent leurs enfants aussi? Parce que il y a des clubs qui proposent des primes assez fortes aux parents pour que leurs gamins les rejoignent. Ça se fait avec des gamins très jeunes. Est-ce que vous avez connu des joueurs qui s'élevaient éthiquement contre ce fait d'être traités comme des marchandises? Est-ce qu'il y a eu des révoltes de certains joueurs? C'est difficile quand on est ado de se révolter parce que les gamins même au-delà. Alors aujourd'hui, il y a certains joueurs, il y a notamment en Espagne ou en Angleterre quelques joueurs qui ont décidé de mener des actions, mais c'est plus des actions dans le milieu de l'écologie ou humanitaire, où ils reversent une partie de leur salaire. Mais enfin, le système aujourd'hui, il est quand même bien verrouillé, et puis ça profite à tout le monde. Ça profite aux joueurs, ça profite à l'entourage des joueurs, ça profite aux agents, ça profite aux clubs. Pourquoi faire écrouler le système? Alors on termine sur l'histoire Mbappé. Donc il va rester, parce que c'est le dernier jour. On disait que finalement c'était la fin de Mbappé à Paris. Il va rester. Ou alors il peut y avoir une surprise jusqu'à ce soir
soir minuit. Alors en fait, hier, on est souvent habitué à des surprises. Le mercato, c'est le grand bluff en fait. Ouais. Mais est-ce que la proposition de 200 millions du Real est réelle justement? Alors nous, les infos qu'on a, c'est que là, il y a une proposition ferme de 180 millions, que donc le PSG hier a dit on arrête de négocier, mais quand on dit ça, ça ne veut pas forcément dire que tout est terminé. Donc, le mercato termine ce soir à minuit. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici ce soir à minuit. Kylian Mbappé, lui, il veut partir. Alors, il est actuellement à Clairefontaine, au sud de Paris, avec l'équipe de France, qui joue après-demain. Donc, lui, il attend fébrilement que son téléphone sonne pour qu'on lui dise c'est bon, voilà, tu n'es plus un joueur du Paris Saint-Germain. Mais il a vraiment envie de partir, lui. D'aller au Real. Oui, il a envie de partir parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, alors vous savez, l'ego des footballeurs est très important. Oui. Et il y a un truc très important, c'est la géopolitique du vestiaire. La géopolitique du vestiaire qui se fait souvent au niveau du salaire. Et Mbappé, il y a quelques années, on lui a dit à Paris, on va tout construire autour de toi. Et il a vu arriver Neymar. Et il a vu arriver Messi. Donc là, il s'est dit, en fait, non, on m'a vendu un truc qui n'existe plus. Donc moi, je m'en vais. Voilà, puisque j'ai une valeur importante et que donc. Et alors pourquoi Paris le retient alors qu'il y a une proposition quand même phénoménale et qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat et que l'année prochaine, l'année prochaine, il partira gratuitement. C'est une, comment dirais-je, c'est un peu hors du temps, quoi, et hors de toute raison. C'est-à-dire que les Qataris, propriétaires du Paris Saint-Germain, eux, voilà, ils veulent montrer leur puissance, montrer que finalement l'aspect économique importe peu pour eux, et ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ils disent nous on a Messi, Neymar, Mbappé, donc on veut les garder parce qu'on veut absolument gagner la Ligue des Champions. C'est l'objectif numéro 1. Mais je crois que Mbappé fait très bien de partir, de mon point de vue, s'il y réussit, parce qu'il serait un peu étranger au couple Neymar, Messi, mais en même temps, est-ce que vous ne croyez pas que le PSG, sportivement, a compris qu'en dépit du génie de ce duo, c'est Mbappé qui est décisif dans les buts, en marquant des buts? Ce qui est sûr, c'est que c'est souvent le meilleur. Meilleur que Neymar, en tout cas, qui joue même pas 50% des matchs avec le PSG. On disait qu'il y avait la possibilité de vendre Mbappé, de prendre Haaland, le joueur de Dortmund, mais il n'est pas dispo, en fait, c'est ça, ça va être trop compliqué pour l'avoir, parce que c'est un très bon buteur quand Philippe parle. Il ne faut jamais croire les dirigeants de club. Quand un dirigeant de club dit mon joueur est intransférable, ça veut souvent dire on peut négocier. Donc voilà. Donc Dortmund a dit. Haaland a dit il est intransférable. Dortmund a dit Haaland est intransférable. Bon, une nouvelle fois, d'ici à ce soir, il peut se passer. Alors ce soir, parti ou pas parti? Lewandowski n'est plus dans le coup. À dire. Lewandowski n'est plus. Pourquoi pas? Tout est possible. Non, mais très franchement, je sais pas. Et Kamavinga, lui, le Rennais, puisqu'on parlait justement des gamins des quartiers, lui, il a été Kamavinga, exemple, voilà, il a joué. Il n'est pas d'un quartier, il vient de Fougères, effectivement, en Bretagne. Il a démarré très tôt, à 16 ans, donc c'est un ado, quoi. Donc des fois, il y a des choses qui peuvent le dépasser. Donc là, il a vécu un moment d'un peu de grâce quand il s'est révélé. Mais là, c'est un peu plus dur. Donc là, il joue moins. Il a changé d'agent. Alors quand on change d'agent, on est entouré différemment. Là, les choses se passent un peu moins bien, mais effectivement, il a une vraie valeur. Donc lui aussi pourrait partir de Rennes. Au Real Madrid, au Real Madrid ce soir, peut-être. C'est tout à fait possible aussi. Oui. Allez, Gilbert, merci. Juste, si Nasser vous écoute, il faut laisser partir Mbappé ou pas? Selon vous? Moi, si je suis le comptable du PSG, j'y attends 180 millions, là, il faut absolument. Je remets la revue à Philippe Bilger. Juste une dernière chose, il y a un truc génial dedans, avec un sondage, une étude qui détermine si vous êtes de droite ou de gauche en fonction du foot. Par exemple, vous êtes pour le VAR ou contre le VAR. En général, si vous êtes pour, vous êtes plutôt de droite. Vous êtes Messi ou Ronaldo. Si vous êtes Ronaldo, en général, vous êtes plutôt de droite. Moi, je préfère le VAR, le département. Allez, l'after-foot, la revue de Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Merci Philippe. Les vérités que le monde du foot doit entendre. C'est particulièrement effectivement intéressant. Et puis on va suivre ça jusqu'à ce soir. Dans un